Non. Alors, je sais pas vous les conférences, mais moi, les conférences, ça m'a toujours un petit peu ennuyé, donc je préfère qu'on discute un peu ensemble, parce que les conférences, on écoute 10 minutes, puis après on se dit bien, qu'est-ce que je vais faire ce soir? Est-ce que ce week-end, je vais aller voir Machine, on envoie un petit texto et tout ça. Et donc, si vous posez des questions, vous êtes quand même obligé de faire un petit peu attention à moi, et vous êtes obligé de participer, et pas de roupiller au fond de la salle, comme souvent mes professeurs m'ont reproché. Si d'ailleurs mes professeurs voyaient tout ça, eux qui m'ont envoyé au bac en me disant vous êtes bien reposé toute l'année, vous êtes en forme pour l'examen, s'ils voyaient ça, eh ben, ils seraient fiers de moi. Alors pourquoi j'ai fait ce bouquin? J'ai essayé de faire assez court pour vous laisser un peu la parole après. Parce que d'abord je voulais faire le plus gros livre sur Bordeaux. Au poids il fait 2 kg 350, 2000 pages. Pour ceux qui comptent les signes sur les ordinateurs, ça fait 3 380 000 signes. J'ai coupé la valeur d'un roman chez Gallimard, grosso modo, c'est chez Grasset, donc c'est pour ça. J'ai coupé à peu près 300 000 signes parce que mon éditeur a déjà pas beaucoup de cheveux et il s'arrachait les derniers en se disant qu'est-ce qu'on fait? On fait un deuxième tome. Et moi j'avais dit que je faisais un guide de poche. Donc c'est un guide de poche pour Incroyable Hulk. Et puis c'est bien parce que si jamais vous avez des livres chez vous, vous savez toujours le problème des livres, c'est quand on les met en bout, ils tombent. Celui-là, regardez, vérifiez, il ne tombe pas. Et vous pouvez caler vos petits bouquins derrière, qui tient tout le monde. C'est impeccable. Et honnêtement, je ne sais pas si vous avez une calculette, mais ça coûte 39 € et ça fait 2 kg 350. Calculez le gramme de littérature, combien ça coûte. Alors, il est un peu gros parce que moi, j'aime raconter des histoires. Le vin, c'est pas uniquement des notes de dégustation, je le fais aussi, je le pratique, on y va, les petites fleurs, tout ça. Mais les notes de dégustation, plus les notes sur vin, c'est un repère. C'est un repère pour, vous savez très bien que la notation sur vin, ça vous sert à, grosso modo, vous évaluer, à faire plaisir à vos parents, à avoir des cadeaux de Noël, etc. Mais ça sert à donner des repères et à donner aussi des envies, puisque la dégustation, c'est pas une science exacte. Chacun sent les choses qu'il sent, mais c'est pas comme quand on écoute de la musique, la dégustation. Quand on écoute de la musique, on entend tous, on est capable d'identifier à peu près tous ce qu'on entend. Pour l'olfaction, par exemple, c'est beaucoup plus compliqué, puisque ça fait appel directement à la mémoire. Si vous voulez, il n'y a pas les petits filtres qu'on a dans l'appareil auditif ou dans le toucher, on ne les a pas dans l'olfactif. Dans l'olfactif, on appelle directement aux émotions et à la mémoire. C'est-à-dire que quelque chose qui vous a marqué dans votre enfance, vous allez parfois le retrouver en sentant le vin, mais ce que vous sentez, ce n'est pas forcément ce que moi je vais sentir. Si vous sentez la cuisson de confiture, je peux sentir complètement autre chose. Il y a un truc qui est amusant, c'est qu'on a identifié comme ça dans les arômes la notion de thym, le thym, sentir le thym. Quand on sent le thym, il y a des gens qui sentent le thym, il y en a d'autres qui sentent les traverses de chemin de fer, l'odeur de... Vous savez, du truc qu'on met pour que les traverses de chemin de fer ne pourrissent pas. Je ne sais pas si vous avez déjà été vous promener sur des voies de chemin de fer, je ne vous recommande pas en ce moment avec le TGV, mais sur les petites voies secondaires, on peut le faire, les trains arrivent moins vite. Et il y a une odeur très particulière, ça sent le grésil. Ce que sentait aussi, pour les plus anciens ici, on s'en servait pour désinfecter les cabanes à lapins ou les écuries, etc. Ceux qui ont vécu un peu à la campagne connaissent l'odeur du grésil. Ben, il y a plein de gens qui confondent le thym et le grésil. Et je vous assure que si vous mettez du grésil dans un plat, ça n'a pas du tout le même effet que le thym. Alors, voilà, la dégustation, c'est une partie du boulot, ça permet de reconnaître, de chercher sur un vin ce qui vous plaît. Moi, ce qui me plaît, c'est l'équilibre, l'harmonie, et c'est pas la surpuissance, c'est pas les vins gonflés à bloc. Ce qui me plaît, c'est de pouvoir échanger une bouteille, goûter, partager, et surtout que le niveau descende assez vite pour qu'on aille en chercher une deuxième à la cave. Ce qui m'intéresse le plus dans le vin, c'est ceux qui font le vin. Parce que sans ceux qui font le vin, il n'y a pas de vin. La notion de terroir, qui est beaucoup utilisée dans le vin ou dans les appellations contrôlées, on a l'impression, quand on lit les brochures publicitaires sur le terroir, que c'est quelque chose, c'est ce qu'on appellerait une espèce de génération spontanée. C'est le terroir béni des dieux, c'est là, ça a été apporté par je ne sais qui, Jupiter, machin, Jéhovah, ça a été apporté là, et hop, on a eu juste à mettre la petite étincelle, et ce terroir extraordinaire a donné Pétrus, a donné les grands vins du Médoc, a donné Devise d'Ardilé, vainqueur de la Coupe des bourgeois, etc. En fait, on s'aperçoit quand on gratte un peu que quand même la courbe, si on dessine la courbe des grands vins, on s'aperçoit qu'elles sont toutes nées dans des endroits où on pouvait commercer, où on pouvait échanger, où on pouvait vendre ce vin. Qu'est-ce qu'ont fait les hommes? Ils ont mis en valeur des sols viticoles, c'est-à-dire des sols qui pouvaient porter la vigne,
mais ils l'ont fait à des endroits où ils pouvaient échanger, vendre et commercer. Le Médoc, par exemple, c'était une terre sauvage. S'il n'y avait pas eu l'assèchement des marais, il n'y aurait jamais eu du grand vin. C'est quand même un sacré coup de bol qu'à cet endroit-là, il y ait des graves, qu'en asséchant, on fasse descendre le niveau de la flotte et qu'on puisse y planter de la vigne. C'est un miracle. Denis Dubourdieu, le professeur d'œnologie de Talence et vigneron lui-même, le grand professeur d'œnologie, dit en fait, le terroir, c'est un handicap surmonté. Et c'est tout à fait vrai. Si vous prenez la Bourgogne, l'histoire de la Bourgogne, la Côte d'Or, la magnifique Côte d'Or, elle reprend exactement les limites. Elle s'arrête à Dijon et elle s'arrête de l'autre côté à Centenay. Elle reprend exactement les limites, les frontières, les limites diocésaines qui datent du XIe, XIIe siècle. Pourquoi? Parce que les évêques de Châlons, plus au sud, avaient le monopole du commerce sur la Saône. Les évêques d'Autun ne l'avaient pas. Autun, vous voyez, c'est le cœur du Morvan, il n'y a rien. Autun, franchement, aujourd'hui, il faut avoir Internet et la télé, parce que sinon, on s'y emmerde un peu. Ça passe pas bien en plus. Il y a peut-être des gens d'Autun. Et c'est les évêques d'Autun qui ont aménagé, je suis moi au nord de Clamecy, c'est pas mal Clamecy aussi comme port de pêche. Les évêques d'Autun ont aménagé cette côte d'or, ont fait aménager cette côte d'or, parce que la main-d'œuvre n'était pas chère à l'époque, et ont créé la côte d'or et ses grands vins. Si vous regardez encore aujourd'hui, ces limites diocésaines, elles passent entre Centenay et Marange. Centenay, ça vous parle peut-être parce que c'est des vins qui sont assez connus. Marange, personne ne connaît. Et c'est resté, la notoriété est restée sur la Côte d'Or, elle n'a pas franchi de l'autre côté, parce que de l'autre côté, c'était la Saône-et-Loire. À l'époque, ça ne s'appelait pas comme ça, mais quand la République s'est créée, elle a repris les limites diocésaines, elle a recréé les départements, et elle a gardé ces limites-là. Le terroir, c'est cette notion, évidemment, d'un sol viticole favorable à la vigne, mais c'est la notion du travail des hommes. C'est les hommes qui ont aménagé les terroirs, qui ont fait les vins. Et c'est cette histoire-là, moi, qui me plaît de raconter. Parce que si on s'en tient juste aux notes de dégustation et à raconter les vins, on n'a pas la dimension qui nous intéresse, nous, peut-être un peu plus en France, qui est la notion historique. Le vin, c'est 2000 ans d'histoire. Et si on n'a pas les hommes qui sont là aujourd'hui pour faire, ou les femmes qui sont là, il y en a de plus en plus, pour faire les vins, on ne donne pas cette dimension historique au vin. Donc, évidemment, j'ai 25 ans de prise de notes dans les petits carnets et après dans les ordinateurs, c'est tout ça que j'avais envie un peu de raconter, au-delà de la dégustation. Et effectivement, on est content, la dégustation, c'est bien. Les 10 vainqueurs, les 10 lauréats de la Coupe des Clubs Bourgeois aujourd'hui, c'est des gens, tous, que j'ai sélectionnés un jour ou l'autre, ou même plusieurs fois, dans le point. Ça fait plaisir, on s'aperçoit que la dégustation, c'est pas uniquement quelque chose de subjectif, c'est aussi, ça correspond aussi à un goût particulier, ça correspond aussi à une qualité, à un travail. Mais ce que je voulais surtout raconter, c'était ça, c'est ce qu'il y a derrière. Toute l'histoire que portent ces vins-là, et je pense que c'est ce qu'on a aussi à faire valoir à l'étranger. C'est-à-dire que quand on parle avec les gens du Nouveau Monde, ils disent quoi? Ils disent, nous, on essaye en Australie, on essaye de faire les meilleurs vins qu'on peut d'Australie, mais vous, en France, vous avez 20 siècles d'avance. Et ça, c'est très important. Et quand on s'en tient juste aux notes de dégustation, quand on s'en tient juste à raconter une description de vin, on oublie ces 20 siècles d'histoire. Alors, dans le bouquin, je ne vous raconte pas 20 siècles d'histoire, mais j'essaie de parler des contemporains, parce qu'eux participent à ces 20 siècles d'histoire, et c'est ça qui fait le vin aujourd'hui. Et je crois que si on n'a pas cette notion-là en tête, parler de nos vins, et savoir les vendre, et savoir communiquer dessus, on perd, à mon avis, les trois quarts. Jean-Robert Pic, le géographe, le grand géographe qui a été président de la Sorbonne et président de Paris 4, dit toujours d'ailleurs, dans un verre de vin, il y a un quart de géographie, trois quarts d'histoire. Cette notion-là, nous on l'a. En France, on a la chance, avec l'Italie et d'autres régions, mais on a la chance d'avoir toute cette histoire-là, et c'est ça qu'il faut raconter sur le vin. C'est beaucoup plus important que de faire des descriptions sur les vins, et c'est pour ça que j'ai voulu donner une vision un peu européenne, ou française, mais française, bon, j'ai toujours peur que ça fasse un peu nationaliste, mais européenne du vin, en disant, voilà, on n'a pas uniquement des vins avec du Cabernet Sauvignon, du Merlot, on a surtout des vins avec des hommes et des femmes qui ont écrit ces histoires-là, qui ont travaillé, qui ont fait des sols. Yquem, tout le monde trouve ça merveilleux, Yquem, mais Yquem, c'est né quand même de la paix avec les Pays-Bas. Quand il y a eu la paix et que les Hollandais ont eu besoin de vins littoraux, on a transformé Yquem, on a commencé à planter des cépages blancs pour faire des vins blancs doux comme ils aimaient. Avant, on y faisait du vin rouge qui était juste bon à faire rouiller les armures. Là, on s'est mis à faire du vin blanc, et quel vin blanc? Mais c'est de ça qu'est né Yquem. La notion de terroir est indissociable
de l'histoire des hommes, de leur travail et de leur façon de vendre le vin. Sans vente de vin, il n'y a pas de grand vin. Et c'est ce qu'ont fait les courtiers en 1855, plus le vin est cher, plus on a les moyens de valoriser les terroirs. C'est ce qui fait les grands vins. En 1855, qu'est-ce qu'ont fait les courtiers quand on leur a dit, le classement de 1855, Napoléon III leur a dit, il faut nous faire un classement pour qu'on puisse s'y retrouver un peu dans les grands prix du lot. Ils n'ont pas fait des carottes pour voir dans le sol s'il y avait des graves et s'il y avait de l'argile en dessous et si l'eau elle arrivait au pied des vignes ou pas. Ils ont pris des cotations sur 10, 15 ou 20 ans. Et ils ont regardé les vins qui se vendaient les plus chers. Et c'est ceux-là qui sont arrivés en tête du classement de 1855. Toujours, on a cette notion entre le commerce, c'est pas très, comment dire, c'est pas très chic de dire ça, parce que longtemps, et c'est peut-être l'handicap dont souffrent les vins français aujourd'hui, longtemps quand on parlait de commerce, en parlant de vin, les gens sortaient leur crucifix, leur gousse d'ail, et disaient, et surtout pas, le vin, c'est un produit culturel, il ne faut pas parler de commerce, il ne faut pas parler de prix. Je me rappelle d'une dégustation qui avait eu lieu à Paris, où il y avait quelqu'un qui présentait les vins de chez Cordier. À l'époque, Cordier était propriétaire de Talbot et de Gruau-Larose. Et à un moment donné, il y a un gars de chez Cordier qui présentait les trucs et qui a dit « on est très content de ce produit ». Et dans la salle, il y avait un vieux journaliste qui est toujours là, qui est toujours vieux d'ailleurs, et qui s'est levé et qui a dit « Monsieur, quand on parle de vin, on ne parle pas de produit. N'empêche qu'il faut le vendre. N'empêche qu'elle tourne la terre, comme disait l'autre. Et que quand c'est un produit, ben, il faut le vendre. Et c'est un vin, c'est aussi un produit qu'il faut vendre. Je parle comme Sarkozy maintenant, je dis qu'il faut vendre. Et cette notion-là, alors c'est pas très chic dans le milieu français, on a oublié qu'il fallait vendre le vin et que c'était un gros mot de parler de commerce en parlant de vin. Ben, c'est pas du tout un gros mot parce qu'on s'aperçoit qu'ailleurs dans le monde, on s'est fait prendre des parts de marché parce que les autres, notamment l'Australie et le Nouveau Monde, ne considéraient pas que c'était un gros mot, le mot commerce. Et c'est pas un mot nouveau en plus dans le langage français. Olivier de Serres, en 1600, a écrit un théâtre d'agriculture. Ça reste un ouvrage de référence sur l'histoire agricole française. C'est grosso modo, depuis les écrits romains, le premier ouvrage qui faisait un peu la synthèse de l'histoire de l'agronomie et de l'état du monde agricole en France. 1600. Et qu'est-ce qu'il écrit en 1600? Il écrit « À quoi sert un grand vignoble si n'êtes en mesure de le vendre ?» À quoi vous sert un grand vignoble, à quoi vous sert un grand vin, si vous n'êtes pas capable de le vendre? Plus tard, Roger Dion, dans les années 40-50, grand géographe, professeur au Collège de France, a repris à lui cette idée-là, et il a même détaillé cette idée-là, parce qu'il voyait arriver ce danger, en créant les appellations contrôlées en France, il voyait arriver ce danger de dire on va se réfugier derrière l'AOC, derrière l'appellation d'origine contrôlée, et on va oublier de dire que le vin, c'est aussi de l'argent, c'est du commerce, et que sans commerce, en se réfugiant derrière la notion sacrée du terroir béni des dieux, on allait perdre notre âme, on allait perdre et le commerce, et la façon de travailler ces sols. Parce que quand on vend plus bien les vins, on travaille moins bien les sols. Et Roger Dion a repris cette idée-là, et il disait, alors je ne me rappelle plus la phrase exacte, elle est dans le bouquin parce qu'elle est un peu compliquée, mais il disait grosso modo, dire qu'un grand vin de Bordeaux, c'est dû uniquement au sol de grave, c'est aussi stupide que de dire que l'art ogival, c'est-à-dire la construction des cathédrales, l'art ogival résulte uniquement du calcaire lutétien. C'est-à-dire que ça serait uniquement dû à la qualité du calcaire si on avait d'aussi belles cathédrales en France. C'est dû au travail des hommes, c'est dû à l'invention de l'engrenage au Moyen-Âge qui a permis de battre le fer, d'avoir du fer sur les charrues, de défricher et d'avoir des villes un peu plus riches, des bourgeois un peu plus riches qui ont construit des cathédrales. Mais voilà, c'est un peu cette notion-là que je m'aperçois que je vous ai dit que j'allais vous passer la parole, mais que je suis un infatigable bavard. C'est un peu cette notion-là que j'ai voulu mettre dans ce livre, donner une vision un peu historique, européenne, et replacer un peu les choses dans leur contexte. Oublions un peu que le vin, c'est pas un produit. Disons que le vin, c'est un produit. Le terroir est une notion qui est liée à l'homme et au travail de l'homme, et dans le travail de l'homme, il y a l'échange. Je vous laisse la parole si vous avez des questions à poser, sinon je m'en vais.